Bienvenue sur Agora. Les progrès de l'humanité à propos de l'exploration spatiale de ces dernières décennies n'est plus affaire à démontrer. Provoqué par la forte rivalité existante entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis, ces progrès ont connu durant la guerre froide un véritable essor. Dominés par l'orgueil du pouvoir, les deux États ont enregistré plusieurs échecs qui n'ont pas manqué de faire des victimes dans le rang des astronomes. Quelles sont les conséquences de la rivalité spatiale entre les deux puissances sur les astronomes? Et qu'est-il arrivé à Krikalev durant ces 311 jours passés dans l'espace? Suivez-nous jusqu'à la fin pour avoir les réponses à toutes ces interrogations. Et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et de consulter les différentes sources en bas en description de la vidéo pour explorer un peu plus le sujet. La conquête spatiale, une guerre entre URSS et États-Unis qui a permis de concrétiser l'absurde. Durant plusieurs années, une compétition à propos de la conquête de l'espace a vu le jour entre deux grandes puissances que sont les États-Unis d'Amérique et l'ex-Union soviétique. Cette nouvelle forme de concurrence tire ses origines de la guerre froide, au cours de laquelle les deux ont dû s'affronter avec une forte détermination. Comme tous les affrontements, cette course à laquelle se sont livrés les États-Unis et l'URSS avait des objectifs bien précis. Dans un premier temps, l'objectif était purement militaire, avec une course aux armements. Ils étaient notamment à la recherche d'un moyen de mettre sur pied des missiles intercontinentaux afin d'affirmer leur puissance. Tandis que le deuxième objectif, qui a permis de déclarer la course vers l'espace et a été associé plus à un ensemble de raisons idéologiques ayant trait à la population civile. Les deux pays cherchaient à faire bonne impression pour avoir de quoi se vanter et se présenter dans l'année géophysique qui devait avoir lieu entre 1957 et 1958. Leurs efforts ont commencé à payer en 1950. Les deux pays sont parvenus à concevoir les premières fusées de l'histoire. Cependant, l'Union soviétique fut le premier pays à lancer un satellite artificiel et le premier à envoyer un être vivant dans le grand vide de l'espace. Ces 2 points d'avance ont été un choc pour les États-Unis qui se sont donc dépêchés de créer la NASA en 1958 pour rattraper le retard face aux rivales. En 1960, il ne s'agissait plus seulement de l'espace, car avec plus de précision, l'objectif devint la Lune. Au cours de cette période, plusieurs satellites d'observation ont été développés dans le but de prédire les moindres faits et gestes de l'adversaire et ne pas risquer d'être dépassés ainsi. Le système solaire devint la nouvelle cible des explorations. Déjà en 1957, l'URSS débute le programme Vostok qui a pris fin en 1961 avec le premier vol habité. L'administration de Kennedy riposte à travers un programme spatial beaucoup plus ambitieux. Il s'agit du programme Apollo dont l'objectif était l'envoi des hommes sur la Lune. Cela a été un véritable succès car le 21 juillet 1969, près de 500 millions de personnes ont pu suivre depuis leur poste téléviseur l'envoi des premiers humains sur la Lune. Ils ont pu observer les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur ce territoire extraterrestre. Le fait d'atteindre la Lune n'a plus l'image d'une simple métaphore grâce à ce programme de la NASA. La triste fin de la rivalité, la perte de son ennemi préféré, casse l'ambiance du jeu. Ce n'est qu'en 1970 que la terrible compétition marqua une pause. On ne peut que remercier le coût élevé que représente la réalisation des programmes spatiaux pour cette paix éphémère. Les difficultés économiques et sociales connues par les deux nations durant cette période sont aussi pour quelque chose. Ainsi, ils n'ont plus eu autre choix que de marier leurs efforts afin d'atteindre leurs buts qui sont devenus maintenant trop grands au détriment de leurs égaux. Cette union internationale a donné naissance en 1975 à la mission Apollo-Soyouz. Il s'agit d'un appareil qui comporte 2 vaisseaux, l'un américain, Apollo 18, et l'autre soviétique, Soyouz 19. Cependant, il est évident qu'une telle collaboration ne peut pas perdurer dans le temps. Ainsi, la guerre fraîche de 1975 occasionne la reprise de la course spatiale. Quelques années plus tard, le président américain Ronald Reagan lance la guerre des étoiles. Il envisageait en effet de mettre en place une initiative de défense stratégique en mettant en place un bouclier spatial. Ce dernier sera composé d'un ensemble de satellites qui fonctionneront en réseau et qui auront la capacité de détecter puis de détruire tous les missiles balistiques en provenance des ennemis. Mais malheureusement pour l'URSS, la nation n'a pas été aussi gâtée par les circonstances et n'avait plus les moyens pour suivre le même rythme de dépenses militaires. Elle s'effondra donc au début des années 1990. Il est vrai que cet effondrement a occasionné des conséquences directes sur tous les habitants du pays.
Un État et des habitants tellement préoccupés qu'ils ont sûrement oublié Sergueï Krikalev, l'un de leurs cosmonautes resté coincé misérablement dans l'espace très loin d'eux. À la rencontre de Sergueï Krikalev. Sergueï Krikalev est un diplômé en génie mécanique à Leningrad, connu aujourd'hui sous le nom de Saint-Pétersbourg. En 1881, fraîchement diplômé, il est recruté par RKK Energia, une société spécialisée dans la construction des vaisseaux, ainsi que lanceurs Soyouz que l'URSS utilise très souvent pour ses voyages spatiaux. En 1985, son nom figure parmi ceux qui ont contribué au sauvetage de la station Salyut 7, une station devenue hors service suite à une série de courts-circuits. Ses exploits continuent à faire entendre leur écho, car durant la même période, il a été choisi comme cosmonaute avant d'être affecté au programme Buran. 3 ans plus tard, en 1988, il a débuté à bord de la station spatiale Mir ses premiers entraînements pour son vol. Après de rudes apprentissages, il intègre le 26 novembre sa première mission à bord de la même station, avant d'entamer le second séjour en avril 1990. Cependant, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu et prendront un tout autre tournant. Sergueï Krikalev et son séjour imprévu de 311 jours dans l'espace. Lorsque la capsule qui transportait Krikalev et 2 autres membres fit son départ et se rapprocha de Mir, le système de guidage rencontra un problème. Le cosmonaute se trouva donc contraint de prendre les commandes pour diriger le vaisseau manuellement. Tout en gardant son sang-froid, il parvient à gérer avec succès, permettant donc à l'astronaute ainsi que les autres cosmonautes de monter à bord. Pendant que les choses allaient bien dans l'espace, elles se compliquèrent au niveau de l'URSS. Même si les nouvelles sont rares, elles finissent par parvenir à la station, et donc trouver forcément la voie à gagner les oreilles de tout l'équipage. Il est vrai qu'ils avaient à leur disposition tout ce dont ils ont besoin. Cependant, Krikalev s'inquiète pour toute sa famille et l'ensemble de ses amis. Très rapidement, la situation se dégrade, affectant désormais la station spatiale qui se trouve à plus de 358 km de la Terre. Face à la pression faite par le Kazakhstan pour l'obtention de son indépendance, le président Mikhail Gorbatchev n'eut pas d'autre choix que de calmer la situation. Pour y arriver, il fit une annonce prétendant qu'un cosmonaute du Kazakhstan viendra remplacer Krikalev lorsque sa mission prendra fin. Or qu'au Kazakhstan, aucune personne ne disposait d'une formation de cosmonaute. Autrement dit, Krikalev devra passer plus de temps dans le monde extraterrestre que ce qui avait été prévu au départ. La nouvelle choque le cosmonaute au point où il commença à s'inquiéter pour son état de santé. À cette époque, les chercheurs ne savaient pas grand-chose à propos des effets que pourrait engendrer un séjour prolongé dans l'espace sur un corps humain. Il avait cependant conscience de certains risques. La question qui l'inquiétait le plus était donc de savoir s'il pourrait avoir la force nécessaire. Le sort du programme était désormais entre ses mains, et il ne se croyait pas capable de le mener à terme sans encombre. Les doutes grandissaient en lui, malgré toute la détermination et le sang-froid dont il faisait preuve. En octobre, tous les autres membres de l'équipe finirent par redescendre sur Terre, sauf Krikalev. Dans cette période, il n'y avait personne d'autre en URSS qui avait autant d'expérience que lui. Il était la personne la mieux placée pour s'occuper correctement de la structure. De plus, les moyens financiers faisaient défaut aux soviétiques. Et même si un autre cosmonaute était disponible, il n'y avait pas assez de moyens pour l'envoyer. Krikalev. Un voyage de l'espace lui a coûté tout un changement d'identité. Le 25 décembre 1991, l'URSS finit par s'effondrer, appauvrissant encore plus l'Union soviétique. Et les moyens nécessaires de libérer Krikalev de ses fonctions dans l'espace étaient hors budget. Le faire revenir sur Terre n'était donc pas une mission assez proche dans le calendrier des tâches. De sa part, il avait encore la possibilité d'intégrer sa capsule, puis de descendre sur Terre pour rejoindre sa famille et ses amis. Mais il était également conscient que s'il faisait une pareille chose, il déclarait la fin de l'existence de la station Mir. Il prit donc la lourde décision de rester. Et voilà bien un héros altruiste. Cependant, l'hyperinflation sévissait dans son pays et le président prit donc la décision de vendre aux Occidentaux les places à bord des Soyouz. À la suite de cet accord, 3 mois passèrent encore, avant que Krikalev ne réussisse à retourner chez lui le 25 mars 1992. Il venait de passer 311 jours à environ 350 km, loin de tous ceux qu'il connaissait, loin de la surface de la Terre. En effet, l'Allemagne avait offert 24 millions à l'ex-URSS afin d'envoyer un de ses grands mécaniciens à bord de la station. À l'atterrissage, tout le peuple a pu apercevoir un homme qui avait sur lui une combinaison avec le chapeau soviétique cousu. De même que les 4 lettres CCCP, qui signifiaient URSS en russe.
Il a décollé de l'URSS mais vient d'atterrir en Kazakh. Mais ce n'est pas tout. En 311 jours seulement, sa ville qui était autrefois Leningrad prit le nom de Saint-Pétersbourg. Ce qui était encore très choquant est que les 600 roubles qu'il avait comme salaire, qui lui garnissaient bien les poches et qui étaient inaccessibles à une bonne partie des citoyens, ne valaient plus rien à son retour. Il finit par prendre le surnom du dernier citoyen soviétique, car avant son départ, il appartenait à une nation qui n'existait plus à son arrivée. Il finit même par obtenir le titre de héros de la Russie et sera une fois de plus envoyé en mission 2 ans plus tard. Vladimir Komarov, un voyage dans l'espace sans billet de retour. Dans la course effrénée de l'URSS et des États-Unis vers l'espace, pas tous les voyageurs eurent la même chance de revenir en vie comme Krikalev. En effet, Youri Gagarin a trouvé une très bonne place dans l'histoire, il y a une 60aine d'années. C'est en effet le premier humain qui a effectué un voyage spatial en 1961 à travers le programme Vostok 1. Il aurait pu y aller une autre fois, mais il n'en serait pas revenu vivant. En effet, en 1967, l'URSS prit la décision de lancer simultanément 2 engins dans l'espace. Le Soyouz 1 qui sera piloté par Vladimir Komarov et un deuxième qui sera dirigé par 3 autres cosmonautes. Une fois qu'ils auraient été en orbite, il était prévu que Vladimir sorte dans l'espace et 2 parmi les 3 autres cosmonautes viendraient le rejoindre dans le Soyouz 1, puis revenir avec lui sur Terre. Il s'agit d'une action extraordinaire qui n'avait encore jamais été réalisée. L'entraînement était très crucial et des remplaçants même ont été prévus pour cette mission. Des remplaçants parmi lesquels figurait Gagarin, qui a participé aux entraînements réalisés sur Terre, dans le but de remplacer à un moment ou l'autre l'un des 4 autres voyageurs si un problème survenait avant le départ. À travers les entraînements et en inspectant son nouveau vaisseau, Komarov se rendit compte que l'engin présentait de nombreuses failles critiques. Il est même allé voir Gagarin et lui a présenté un rapport qui relevait plus de 200 problèmes en une dizaine de pages. Il insistait sur le fait que ces failles devaient être obligatoirement résolues, pour ne pas que la capsule devienne son cercueil dans l'espace. Cependant, par manque de courage, ils n'ont pas pu tenir le président au courant de l'ensemble de ces problèmes. Les responsables ont donc fait de leur mieux pour colmater certaines brèches, sans informer l'autorité suprême ou reporter la date prévue pour le lancement. Dans le même temps, Komarov avait tenu ses proches au courant et ces derniers faisaient de leur mieux pour lui faire changer d'avis et l'empêcher d'effectuer le voyage. Cependant, bien qu'étant conscient du risque qu'il prenait, ce dernier décida de maintenir sa place dans l'équipe de vol. Il savait qu'en annulant son départ, il condamnait Youri Gagarin à prendre sa place et qu'il risquait beaucoup sa vie dans cette capsule. Or, Gagarin, en plus d'être un héros national, était son mentor et son idole, raison pour laquelle il décida de faire un sacrifice à sa place. Avant de prendre le départ, il fit une exigence à ses proches. Il exigea de façon officielle à ce que son cercueil soit laissé ouvert au cas où le voyage deviendrait fatal pour lui. Il voulait que personne ne puisse détourner ses yeux de ce qui pourrait lui arriver. Le jour du lancement officiel, Gagarin a remué ciel et terre pour retarder le vol, vu qu'il ne pouvait pas procéder à son annulation. Mais malheureusement, il ne parvient pas à son but, car le Soyouz prit finalement le départ avec Vladimir à son bord. Les complications ont très vite débuté avec l'un des panneaux solaires du vaisseau qui ne s'est pas déployé. Or, sans ce déploiement, il perd non seulement de l'énergie, mais également une très grande puissance de propulsion. L'agence spatiale au sol prit conscience du danger et lui ordonna enfin de redescendre sur Terre. Mais il n'y parvient pas, car l'appareil s'est mis à faire des tours de façon incontrôlable, rendant la maîtrise un acte impossible. Un rêve beaucoup trop idéal pour la fin tragique qui a été réservée à ce voyage. D'après plusieurs observateurs, ils ont fini par entendre à ce moment des cris de terreur poussés par le futur martyr de l'URSS. Il serait parvenu à entrer en contact avec les collaborateurs de la base, et ces derniers signes de vie ont été des pleurs. Janvier 1967. Un autre drame lié à la course vers l'espace. En janvier 1967, plus précisément à la date du 27, 3 astronautes américains trouvent la mort lors d'un essai de la capsule Apollo 1. Il s'agit de Virgil Gus Grissom, d'Ed White et de Roger Chaffee, qui sont morts carbonisés à l'intérieur de la dite capsule. En effet, le lancement était prévu pour le mois de février en vue du lancement de la première mission d'Apollo. Cependant, déjà au départ, le test a révélé de nombreuses imperfections qui ne cessaient de s'enchaîner. Dans un premier temps, des perturbations ont été enregistrées au niveau de la communication avec la base.
Cela paraît peut-être drôle, mais Gus déclara « Comment allons-nous arriver à la Lune si nous ne pouvons pas parler entre 2 ou 3 bâtiments ?» Après cela, des alarmes ont été déclenchées par rapport à la pression en oxygène de la capsule, ainsi qu'une augmentation inhabituelle du débit d'oxygène qu'il devait y avoir dans les scaphandres de l'équipage. C'est justement à ce moment qu'ils se rendirent compte qu'un feu s'était déclenché à l'intérieur du cockpit. Ils auraient pu sortir en 90 minutes, mais le feu s'est embrasé si vite qu'ils n'ont même pas eu cette chance. L'équipage au sol a fait de son mieux depuis l'extérieur, mais il lui a fallu près de 5 minutes pour combattre le feu, un temps suffisamment lent pour envoyer les pauvres victimes vers l'au-delà. En réalisant les diverses investigations, les scientifiques ont déterminé que l'incendie aurait été provoqué par un arc électrique qui serait issu d'un câblage défectueux. Ce dernier aurait enflammé l'oxygène de la capsule et vu qu'il était pur, l'incendie a pris très rapidement de l'ampleur. Suite à cet incendie, la NASA a complètement réalisé plusieurs révisions du vaisseau spatial. Il a été rajouté à la capsule une trappe de dégagement rapide avant d'avoir la permission de conduire 24 terriens vers la Lune. Cependant, malgré les 3 vies perdues, ce n'est que 50 ans après le drame que la NASA a enfin choisi de révéler l'histoire au grand public. Tout le monde ignorait donc le sacrifice qu'ont réalisé ces hommes ainsi que leurs familles dans cette course qui était enclenchée au sujet du voyage dans l'espace. Les cosmonautes fantômes. Le terme de cosmonaute fantôme regroupe l'ensemble des cosmonautes qui ont eu à effectuer ou même à tenter de réaliser un voyage dans l'espace avant le vol historique de Youri Gagarin. L'ensemble de ces opérations ont été tenues secrètes dans le but que l'image de l'URSS ne soit pas ternie durant la course à l'espace. Il est vrai que les archives soviétiques ne sont plus aussi secrètes qu'auparavant, mais il n'y a encore aucune preuve formelle et palpable de toutes ces affirmations. Il est vrai que Youri Gagarin est indubitablement le premier humain qui a pu survivre lors d'une mission spatiale, mais plusieurs accusations ont été proférées à l'encontre de l'URSS. Selon les préjugés, les voyages spatiaux avaient été organisés avant de celui de Youri, et ils auraient même coûté la vie à 2 astronautes dont les noms ont été perdus au fil du temps. Toutefois, d'autres personnes affirment que les astronautes auraient eu un problème technique qui les aurait obligés à atterrir d'urgence en Chine. Ils auraient été retenus par le pays pendant un certain temps avant d'être échangés quelques mois plus tard. Cependant, il faut souligner une fois de plus que ces assertions ne sont pas prouvées, car l'URSS avait de nombreux secrets à l'époque. Il est temps de vous quitter pour se revoir très bientôt. Quelle est votre opinion sur les différents points qui ont été évoqués? Auriez-vous des apports personnels à faire? Et que pensez-vous surtout de cette course qui a fait autant ravage entre l'URSS et les États-Unis? Voilà une liste de questionnements auxquels vous pouvez nous donner réponse dans la rubrique des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu et partagez-la à vos proches pour qu'ils soient aussi informés. Et n'hésitez surtout pas à faire le tour de nos vidéos qui vont sûrement vous intéresser. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne.